Existe-t-il aujourd'hui un système autant basé sur la méritocratie que l'a pu le Premier Empire? Non, c'est fini. Terminé. La méritocratie au sens du Premier Empire était une méritocratie chimiquement pure. Donc vraiment n'importe qui pouvait devenir, à force de travail, à force de courage, à force de chance, il faut de la chance dans la vie, pouvait avoir un destin absolument incroyable. Aujourd'hui, ça c'est quand même beaucoup limité. L'ascenseur social en France fonctionne très très mal depuis maintenant une quinzaine d'années. L'ascenseur social fonctionne très mal. Avant, vous avez des études là-dessus qui sont, je les ai plus en tête, c'est dommage parce que c'est passionnant. Vous avez des études de l'INSEE, vous avez des études de plein d'études statistiques sur le temps les passages d'une catégorie sociale à l'autre au sein de la population française. Et juste il y a une quinzaine d'années, en général, plutôt les gens avaient tendance à passer d'une catégorie sociale à l'autre, on allait en progressant. Maintenant, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'ascenseur descend. Alors, ça, c'est vraiment pas bon. C'est-à-dire qu'il y a une précarisation d'une grande partie de la population, et c'est une précarisation qui va en s'aggravant et en s'accélérant. Donc la peur de la précarité, c'est très concret parce que c'est très réel. Il y a un vrai risque de précarisation aujourd'hui en France. Vous avez une augmentation, une explosion de la paupérisation. Qu'est-ce que c'est que la paupérisation? C'est pas la misère. La paupérisation, c'est le fait d'avoir un travail, mais d'être pauvre. C'est des travailleurs pauvres, la paupérisation. C'est ce que je vous disais, par exemple, une infirmière, par exemple, c'est le phénomène du travailleur pauvre. Donc vous avez un boulot, mais vous pouvez pas vous payer un loyer. C'est génial, ça. Parce que vous payez pas les gens. C'est lié à l'ubérisation de cette société. L'ubérisation qui est un modèle américain. Donc, à nouveau, on n'est pas des Américains, on est des Français. Donc, l'ubérisation, ça ne marche pas. L'ubérisation, c'est l'arnaque de vous dire, voilà, vous allez être auto-entrepreneur. Soyez l'auto-entrepreneur de votre vie. Soyez une escroquerie. Donc, vous savez, moi, j'ai passé 7 ans en Inde, et quand on a commencé à parler d'ubérisation en France, je me suis dit, cauchemar. Pourquoi? Parce que l'Inde est présentée comme une nation d'entrepreneurs. C'est une énorme escroquerie, cette histoire de l'Inde est une nation d'entrepreneurs. Tout simplement parce que les Indiens n'ont pas le choix. Parce que les Indiens n'ont pas le choix. Donc ils sont entrepreneurs parce que les pauvres types, ils font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Donc ils vendent des petites dosettes de shampoing, ils vendent ils sont sur le bord des routes à louer des peignes pour se coiffer. Enfin, c'est ça, c'est la paupérisation, c'est la misère à l'échelle d'une nation, avec des petits jobs qui payent rien du tout, où chacun essaie de faire ce qu'il peut pour s'en sortir. Parce que le tissu industriel n'est pas assez gros. Alors l'Inde se porte de mieux en mieux, mais en France, c'est l'inverse, on a désindustrialisé. Sans industrie, il n'y a pas d'emploi, faut pas rêver. Cette idée géniale de faire de la France une société de services uniquement, merci monsieur Alain Minc, merci monsieur Lacotali, merci monsieur Strauss-Kahn, merci monsieur Fabius, merci monsieur Claude, vous avez eu le nez creux là-dessus, bravo, bien joué. On s'est tous désindustrialisés, donc on a détruit 2 500 000 emplois dans l'industrie en 15 ans, je crois. Et il faut savoir qu'un emploi industriel perdu, c'est la destruction de 3 emplois derrière, parce que derrière les emplois industriels, il y a des emplois de services en industrie. Vous ne pouvez pas être une société de services s'il n'y a pas d'industrie. Donc c'est des services à l'industrie en général, l'immense majorité de la société de services. Donc ça a été mal pensé, ça a été mal fait, et résultat, on est dans une paupérisation accélérée. Donc il faut réindustrialiser de façon colossale. La France, elle a réindustrialisé, ça ne veut pas dire ouvrir des forges et des usines de charbon. Hein. L'industrie aujourd'hui, il y a beaucoup d'industries technologiques, il y a beaucoup d'industries à base d'intelligence artificielle, donc l'industrie, c'est pas non plus complètement orthogonal à la fameuse transition écologique. Au contraire, il peut y avoir une industrie verte, une industrie de la transition écologique, et notamment dans le domaine maritime. Qu'est-ce qu'on attend pour développer nos capacités sur les ressources halieutiques? Pour ça finance. Alors je vous disais comment ils vont faire pour financer. Il y a des moyens de financement. Il y a des moyens. La lutte contre la fraude sociale, 50 milliards par an. Pas mal. La lutte contre l'optimisation fiscale, 100 milliards par an. On est déjà à 150 milliards. C'est pas mal, ça. Ils le font pas. C'est complètement dingue. Donc, alors que c'est là, on le sait, tous les rapports de la Cour des comptes, les commissions de l'Assemblée nationale, les commissions du Sénat ont tout à peu près les mêmes chiffres. Donc c'est pas un truc sorti d'un chapeau, d'un espèce d'hurluberlu qui dit ah là là mon Dieu, la fraude à l'assistance sociale c'est 50 milliards, c'est 50 milliards. Donc allons chercher les 50 milliards. Et la fraude aux aides sociales, ça n'est absolument pas massivement le fait de la population immigrée. Ça c'est un raccourci qu'on vous fait pour que vous n'en parliez pas parce que vous n'avez pas qu'on vous traite de raciste. La fraude aux aides sociales est très largement faite aussi par des gens qui travaillent dans ce domaine-là.
et qui ne sont absolument pas d'origine forcément extra européenne ou française. Donc ça, l'amalgame de dire attention quand vous parlez de la fraude sociale, c'est que vous stigmatisez les immigrés qui sont nécessairement la frange la plus faible de la population. Donc vous êtes un salaud qui va se servir pour le dos des plus faibles pour servir aux plus riches. Ça, c'est un truc de gauchiste. Mais c'est pas vrai. C'est complètement faux. C'est un raccourci. Donc oui, il faut lutter contre la fraude sociale de façon active, parce que si on lutte pas contre la fraude sociale, on participe à casser et à frapper justement notre système social. Il faut lutter contre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale de façon colossale, et ne serait-ce que ça, déjà, vous rentrez entre 100 et 150 milliards d'euros dans les caisses par an. Par an. Vous savez combien ça coûte un hôpital? Ça coûte 250 millions d'euros. Vous voyez ce que vous faites avec 150 milliards? Donc, pour construire un hôpital, c'est 250 millions d'euros. Après, il y a les frais de fonctionnement, faut parler du bâtiment, et non, après, avec 150 milliards par an, je pense qu'on peut commencer à mieux payer certains fonctionnaires. On peut commencer à investir un peu plus dans le développement technologique, on peut investir dans la recherche sur plein de choses comme les ressources halieutiques, le spatial, l'intelligence artificielle, plein de choses comme ça. Et commencer à avoir un vrai plan structuré. La France, quand le commissariat au plan existait et que ça fonctionnait, on a eu le plan maths. On a eu le plan communication. Il faut savoir que la France a été la première puissance en technologie de communication au monde pendant très longtemps. On avait les premiers producteurs de téléphones portables, on avait les premiers producteurs de câbles de téléphonie, on était les premiers à développer des choses qui ressemblaient à l'Internet. Tout le monde se fout de la gueule du Minitel. C'était génial, le Minitel. Le Bebop, tout le monde se moque, mais c'était l'ancêtre du téléphone portable, ça c'est la France. Et ça a été financé par des plans d'investissement, c'est des plans long terme. Le Concorde, le TGV, évidemment le EDF, évidemment le parc nucléaire, tout ça a été fait parce qu'il faut un État stratège. Donc, quand on nous a vendu Emmanuel Macron, la pensée complexe, Jupiter, le maître du temps, l'État stratège, c'est foutu de nous. Mais ça a existé, ça a eu lieu. La France l'a fait, la France a pu le faire, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le refaire. J'ai l'impression que ça s'accorde un peu, c'est comment contrôler les riches dans une certaine mesure. C'est la logique bonapartiste de Napoléon III. C'est pas en fait, vous contrôlez pas plus les riches que vous contrôlez les autres, il faut les contrôler comme tout le monde. En revanche, ce qu'il faut, c'est les inciter à ce que les ressources dont ils disposent s'investissent le plus possible dans des infrastructures ou dans des projets d'intérêt général pour la France. Par exemple, vous avez un truc qui s'appelle la DARPA aux États-Unis, qui est en gros l'agence de l'innovation américaine, qui a des fonds publics et des fonds privés. Non, donc vous faites une DARPA française avec des fonds publics, donc la banque privée d'investissement, la banque publique d'investissement par exemple, je sais pas, mais 100 milliards, et vous avez 100 milliards de fonds privés. Ça peut être vous, ça peut être les petits épargnants, comme ça peut être Monsieur Bernardo, comme ça peut être tout ça. Et ça va investir dans des technologies qui sont demandées par l'agence de l'île, qui va dire voilà, on a besoin d'une solution pour je sais pas moi, au hasard faire un taxi volant pas cher, économique, machin, etc., etc. Donc vous allez avoir plein de gens qui vont commencer à travailler là-dessus et qui vont proposer des solutions, et vous allez financer celle qui va être choisie par un collège d'investisseurs privés et publics. Et donc vous allez offrir aux initiatives privées, aux jeunes ou moins jeunes entrepreneurs qui veulent lancer non pas leur start-up, on appelle ça des start-up, mais lancer leur entreprise, ça s'appelle une entreprise, qu'elle soit dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'agriculture, dans quelque chose de domaine que ce soit, avec soit quelque chose de très innovant, soit pas, peu importe, et ce sera financé par une co-tutelle publique-privée. Alors ça existe déjà, bien sûr, mais ça devrait être beaucoup plus incitatif pour les que ce soit pour les banques, que ce soit pour ce qu'on appelle les business angels, les venture capitalistes, c'est-à-dire les investisseurs privés. Aujourd'hui, les banques prêtent très peu aux entreprises. Les banques investissent très peu, elles sont très frileuses dans l'investissement aux entreprises parce qu'il n'y a pas l'État ne fournit pas de garantie ne fournit pas de garantie suffisante en cas d'échec. Le succès de Napoléon III, pour vous donner un exemple, la totalité des chemins de fer sous Napoléon ont été financés par le privé. Pourquoi? Parce qu'il offrait des concessions, enfin, il vendait des concessions à des conglomérats privés par le biais de ce qu'on appelait des obligations d'État, et le taux de ces obligations était garanti par l'État. Donc c'est que le taux de revenu, vous gagnez 5%, 6%, 10%, 2%,
était garantie, même si votre système finalement marchait pas. Même si vous n'aviez pas assez de clients au départ, même si vos investissements étaient trop lourds, plus lourds que ce que vous pensiez, etc., l'État vous garantissait un retour sur investissement. Vous aviez cette garantie-là. Alors évidemment, c'était faisable parce que comme ça investissait dans tous les sens, il y avait beaucoup d'argent. Et comme le franc à l'époque était la monnaie la plus stable au monde, enfin en tous les cas en Europe, c'était plus stable encore que la livre, évidemment que le Deutschmark. Le franc germinal était la monnaie la plus stable, c'était le Deutschmark à l'époque. Les investisseurs avaient une grande confiance dans l'économie française. Donc ça, il y avait une grande stabilité. Donc il faut rétablir, il faut refonctionner, il faut refabriquer cette confiance. Mais elle est là, il y a une grande confiance dans l'économie française. Regardez, il paraît qu'on est la terre, le pays d'Europe où il y a le plus d'investissements étrangers. Ça prouve qu'il y a une confiance. Donc là, tout ça devrait pouvoir s'articuler plus intelligemment, plus efficacement, à l'exemple de ce que font certains pays comme les États-Unis, ce que fait la Suisse, ce que fait il y a des choses très intelligentes dont il faut s'inspirer, qu'on ne fait pas. C'est dommage. Il faut le faire. Une question intéressante, c'est comment développer et favoriser notre relation avec l'outre-mer et notre domaine maritime. On en parlait tout à l'heure. Là, à nouveau, on a une chance folle, c'est qu'on a problématique, on a le système des préfets, qui est un système napoléonien, mais qui était déjà, qui existait déjà de façon latente à l'époque de la monarchie, mais qui permet d'avoir une représentation de la France, de l'autorité du chef de l'État, avec toutes ses capacités d'autorité exécutive, c'est-à-dire de prise de décision extrêmement importante, incarnée par la personne du préfet partout. Et donc, dans tous les territoires d'outre-mer. Donc il y a un contact direct. Il n'y a pas de perte en ligne. Il y a une capacité de prendre des décisions de la part du préfet, même s'il n'est plus en contact avec la métropole. Donc là-dessus, on a ça. Il faut renforcer à nouveau la préfectorale. Or, malheureusement, parce que c'est une forme de décentralisation, la préfectorale. C'est pouvoir délocaliser le pouvoir du président de la République dans le territoire par le biais du préfet. Et la préfectorale est en train d'être cassée, d'être détruite. C'est à nouveau une volonté de détruire le squelette français, donc la puissance française, est en train d'être cassée sur le même modèle qu'on a cassé le corps diplomatique. Ça, c'est un truc qui arrive à bas bruit. Le corps préfectoral est en train d'être abîmé. En plus, de toutes les façons, il faut évidemment investir beaucoup plus. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce qu'on fait avec Mayotte? Enfin, c'est un scandale. C'est une évidence qu'il faut aider les gens de Mayotte. C'est une évidence qu'il faut soutenir les infrastructures en Nouvelle-Calédonie. C'est une évidence qu'il faut améliorer les transports aériens entre tous les territoires, d'outre-mer, que ce soit de la capitale vers et que ce soit de la métropole vers les territoires d'outre-mer, ou que ce soit les territoires d'outre-mer entre eux. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même une transversalité aussi entre la Guyane et la Nouvelle-Calédonie. Il devrait pouvoir y avoir des échanges. Tout ça devrait pouvoir se développer. Il faut favoriser l'implantation d'entreprises françaises ou étrangères dans les territoires d'outre-mer. C'est la France. Il faut favoriser des implantations en Nouvelle-Calédonie, il faut des implantations en Martinique, il faut faire autre chose que l'hôtellerie. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de jouer la carte du tourisme. Donc il faut avoir des incitations fiscales, vous pouvez ouvrir des universités, plein d'étudiants qui vont être très très contents. Si vous avez d'un seul coup une bonne université scientifique qui ouvre en Guadeloupe, vous allez avoir un gros succès là. D'abord, vous allez avoir des très bons profs qui vont être très très contents de s'installer en Guadeloupe. Vous allez avoir plein d'étudiants qui vont être ravis de passer des concours très très durs pour aller faire des études en Guadeloupe. Et là, vous créez un bassin de développement réel, si vous voulez, avec. Donc on fait la Sorbonne, on fait les échanges de la Sorbonne avec les Émirats Arabes Unis. Pourquoi on ne le fait pas avec la Réunion? Enfin, je veux dire, c'est fou quand même. Donc voilà, il devrait y avoir des antennes de la Sorbonne dans tous les de Jussieu, de Polytechnique, de toutes nos plus belles universités. Il devrait y avoir des antennes avec des super profs qui seraient ravis de vivre dans ces conditions absolument féeriques que sont certaines de nos territoires ultramarins. Donc voilà, vous développez des choses comme ça, et ça c'est tout à fait faisable, mais c'est pas fait. C'est un mystère pour moi. Développer des pôles évidemment de recherche et d'innovation technologique adaptés aux besoins locaux. Enfin, ça me paraît. Et c'est pas, enfin, c'est pas des investissements très très lourds, ça. Hein, donc, ça peut pas se faire. Avez-vous une politique écologique et environnementale? Ah ouais, elle se résume en un mot, le nucléaire. Voilà. Et par rapport à l'université, par exemple Sciences Po, quel est votre avis là-dessus? Bon, écoutez, moi ce que je vois, c'est qu'il y a une dérive, si vous voulez, dans une grande partie du corps professoral et du corps surtout. Ce qui est plus triste, c'est que ce soit dans le corps le corps professoral d'études supérieures, que ce soit les universités ou les grandes écoles,
il y a une dérive wokisto délirante qu'on n'arrive pas à enrayer. Là, dans l'épiphénomène de Sciences Po, ces 500 excités en mal d'adrénaline et de sensation de justice sociale qui bloquent 14 000 étudiants. C'est une direction de l'école qui est incapable de faire sauter ça. Ça, c'est un scandale que la direction de l'école n'ait pas été capable d'arrêter ce mouvement. Il faut virer immédiatement la direction de Sciences Po. Il faut les jeter tous hop, terminé. Allez bosser ailleurs. Et que les élèves qui sont à l'origine de toutes ces perturbations de la durée raisonnable, etc., soient punis, soient virés de l'école et punis. Quand il y a eu punis pénalement, s'il y a lieu, s'il y a eu dégradation, s'il y a eu tout ça, il faut que la punition, c'est pas très compliqué, il faut que la sanction soit certaine et immédiate. Si la sanction n'est ni certaine ni immédiate, elle perd tout son aspect pédagogique, ça ne sert plus à rien. Si vous avez un joli code ou un règlement intérieur qui vous dit attention, c'est pas bien, hein, si tu brûles le rideau de l'amphi, ah là là, tu risques d'être envoyé, bon, c'est pas sûr, parce que si tu joues la carte tu représentes une minorité protégée, donc on va peut-être pas le faire, mais quand même attention, non, tu brûles le rideau de l'amphi, non seulement t'es viré, mais en plus tu vas rembourser, et si tu rembourses pas, on demandera à tes parents de rembourser. Et ça, c'est de façon certaine, et c'est de façon immédiate. Plus personne brûle le rideau de l'amphi. Donc, alors que si c'est pas, vous pouvez le marquer dans le règlement, mais si c'est pas appliqué, et c'est pareil pour la justice. Le gros drame de la justice, on accable énormément les juges en France. C'est un métier extrêmement dur, le métier de juge. On les accable énormément. Donc, oui, la justice est laxiste, etc., etc. Alors il y a ça, il y a évidemment des épiphénomènes, notamment je pense au Conseil de syndicat de la magistrature, où on voit qu'il y a tout de même une vraie dérive, enfin en tous les cas un vrai dogme sociétalo-socialiste, si vous voulez, c'est dans le sens où c'est pas de la faute du petit chéri, c'est de la faute de la société. Bon, ça, c'est pas tolérable, mais bon, il y a une dérive comme ça, mais ça constitue pas la totalité de la magistrature française. Le problème de la magistrature, c'est qu'elle n'a pas les moyens. Le budget de la ministère de la Justice devrait être doublé, parce que vous avez des temps d'attente entre la commission d'infraction et la décision sont extrêmement longs. Alors, sur une population jeune notamment, si la sanction tombe 8 mois plus tard, ça sert vraiment plus à rien. Il faut que la sanction tombe tout de suite. Et pour ça, c'est vrai, il faut des moyens, il faut qu'il y ait des capacités d'accueil, il faut construire des centres de rétention pour adapter aux différents âges. Il faut construire des prisons, c'est comme ça. Il faut construire des prisons, il faut investir dans les prisons. Il faut aider les juges, il faut augmenter le nombre de juges, il faut augmenter les moyens donnés aux juges, il faut digitaliser une grande partie de la justice, parce que là, ça permettrait comme une grosse accélération dans la communication des pièces, dans la sécurisation des pièces aussi, donc c'est vrai que là, vous avez certains tribunaux, ils amènent eux-mêmes leur stylo parce qu'ils n'en ont pas. Enfin, c'est quand même pas possible. Donc où ils se payent les cartouches blanches sur leur salaire, ça ne va pas. Ça. Donc c'est la justice, hein. C'est pas les eaux et forêts quand même. Donc c'est sérieux, merde. C'est pas que les eaux et forêts soient pas sérieux, mais comprenez que le rôle de la justice en France est tout de même absolument essentiel. Donc il faut donner énormément de moyens à la justice. Que pensez-vous de l'ordonnance de 45 sur les mineurs? Bah écoutez, moi je pense qu'il faut la réadapter au fait que... Alors, je sais pas si vous avez écouté le discours d'Emmanuel Macron, moi je l'ai écouté parce que j'étais intéressé du fait que je me présente aux élections européennes, le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne sur le projet européen, donc, sur l'Europe. Dans son discours, il y en a une partie qui est liée justement au contrôle des réseaux sociaux et au contrôle de l'espace numérique, notamment du fait de son influence son influence très négative sur la jeunesse. Alors, on sait qu'il y a toute une conjonction de phénomènes, que ce soit les réseaux sociaux ou que ce soit une forme de démission parentale qui est liée à justement un stress de la précarisation, à des conditions de vie qui sont de plus en plus dures, avec des systèmes de transport qui sont à perdre un temps fou, qui font que l'encadrement d'un jeune aujourd'hui n'est plus du tout de la même qualité qu'il l'était en 45. Donc la construction d'un jeune français, la construction humaine, sociale, psychologique d'un jeune français se fait dans des conditions qui sont beaucoup plus mauvaises aujourd'hui. Donc donc il faut réadapter cette ordonnance. Pourquoi ? Parce que vous avez une tendance à virer dans l'ultra-violence, et dans l'ultra-violence gratuite,
et dans l'ultra-violence sans empathie, qui est analysée par malheureusement tous les gens qui ont fait le métier là-dessus, que ce soit les psychiatres, pédopsychiatres, sociologues, qui disent non, là, le terme d'ensauvagement n'est même pas assez clair pour décrire ce qui est en train de se passer. Donc oui, il faut l'adapter, il faut maintenant. Et je me dis, il y a une chose qui marche vraiment, c'est la peine certaine et immédiate. Donc il faut des peines certaines et immédiates. Donc on ne donnera pas les moyens pour qu'il y ait des peines certaines et immédiates, on n'y arrivera pas. Et il faut respecter une chose qui est très importante, et ça il faut que les magistrats soient bien conscients de ça, mais ils le sont, hein. C'est l'égalité de tous devant la loi. L'égalité de tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse de minorité, enfin de minorité au sens vous êtes d'une minorité X, Y ou Z, donc on va être plus sympa avec vous parce que vous avez beaucoup souffert. Non. La loi est la loi. Fais ça, fais ça. Et donc ça, je sais qu'il y a cette dérive-là. C'est un peu. Je parlais pas de minorité en termes d'âge, hein, en termes de communauté. Et parce que la France, justement, n'est pas communautariste. Le principe de la France, hérité du consulat et de l'Empire, qui est le principe du Code civil, c'est qu'on est tous égaux face à la loi, tous. Donc le riche, le pauvre, le blanc, le noir, le juif, le musulman catholique, l'homme, la femme, etc. On est égaux devant la loi. Donc la loi doit s'appliquer d'égale manière. Et il ne doit pas y avoir de. C'est la fameuse phrase de Coluche, hein, il y a l'avocat qui connaît la loi, il y a l'avocat qui connaît le juge. Ça continuera à exister parce que la vie est la vie et que les sociétés humaines sont les sociétés humaines, mais il faut limiter la dogmatisation d'une forme d'assouplissement du fait de conditions supposées plus dures pour un tel que pour un tel. Non, il faut que la sanction soit la même, et il faut qu'elle soit certaine, et il faut qu'elle soit immédiate. Et là, je vous assure que vous aurez moins de fils de bourgeois qui jouent les antifas, en tout cas, vous aurez moins de chauffeurs sur les points de deal. Dans les deux cas, ça va marcher. Et comment revenir sur les accords internationaux sur lesquels nous avons signé? Le président de la République décide de revenir sur un accord, et voilà, on revient sur ce traité, c'est comme ça. Et d'ailleurs, si vous changez un truc tout bête qui s'appelle, vous avez un moyen un moyen institutionnel qui est proposé par Henri Guénaud, j'aime bien comme moyen institutionnel. C'est l'article 55 de la Constitution française établit ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. C'est-à-dire quelle loi est au-dessus de quelle loi, qui est au-dessus de quelle loi, et au-dessus de tout, il y a la Constitution. Et il a été modifié pour dire que les traités européens étaient au-dessus des lois françaises. Il suffit de changer constitutionnellement cet article en disant non, les décisions européennes ne sont pas au-dessus de la dernière loi française votée. Si jamais il y a une loi au Parlement ou un référendum de Français qui dit finalement cette directive européenne, on n'en veut pas. Non, on n'en veut pas. Et voilà, point barre. Donc modifier l'article 55 et tout découle de là. Ça simplifiera beaucoup la vie. Je te dis ça. Et il faut aussi mettre un petit peu au pas le Conseil d'État qui n'applique que les directives européennes mais qui n'applique plus la loi française. Hein. Je vous invite à écouter ce que raconte Arnaud Montebourg là-dessus, c'est très éclairant. C'est tout à fait inquiétant de voir ce que fait le Conseil d'État en ce moment sur l'application des droits, où il ne défend absolument que l'application des directives européennes et absolument pas celle du droit français. Ça va pas, ça. Donc il y a des choses à prendre un petit peu en main, mais ça se fait par des jeux de nomination. Selon vous, quel est le plus grand homme de l'histoire de France? Ah, mais en fait, c'est vache parce qu'il faut que j'en choisisse qu'un seul. Oui. Non, de fait, je pense sincèrement que c'est Napoléon Bonaparte. Pourquoi? Parce que si vous prenez Napoléon Bonaparte, il arrive à un moment où il a sauvé vraiment le pays. Et non seulement il l'a sauvé, mais il l'a remis sur une dynamique extraordinairement positive. Parce qu'il va prendre le pouvoir avec le 18 Brumaire en devenant consul, en devenant premier consul, à un moment où la France est dans un état de guerre civile absolument épouvantable. Elle a déjà 16-17 ans non, je dis une bêtise, ça fait 99, on a déjà une bonne grosse dizaine d'années de révolution qui a été un entraînement de massacres, de guerre civile, de désordre, etc. à l'intérieur. Et à l'extérieur, elle est attaquée à toutes ses frontières par toutes les monarchies qui ont très peur que cette idée de révolution se répande et fasse contagion. Donc il prend le pouvoir à ce moment-là, il rétablit l'ordre à l'intérieur de façon magistrale en quelques mois. En quelques mois. Il va poser toutes les masses de granit en 3 ans. Les masses de granit, vous savez, le code civil, le conseil constitutionnel, le conseil d'État, les cours des comptes, toutes les cours d'appel, toutes les cours d'assises, toute la structure de l'État de droit français, qui à l'époque n'était pas un gouvernement des juges, est posée à ce moment-là en très peu de temps.
Il refinance la totalité du système français en refaisant fonctionner en inventant, en fait, ça c'est un héritage napoléonien. C'est pas mon préféré, mais l'inspection générale des finances, c'est lui. Et donc, il fait rentrer les taxes, il ne rentrait plus, il arrête la corruption très largement au sein de l'État. Et Napoléon Bonaparte va prendre ce pays qui était vraiment au bord de l'effondrement total, va éviter son effondrement, il va en faire la première puissance mondiale. C'est non nul. Et en plus, il va permettre une chose absolument incroyable. Il faut comprendre que c'est que l'héritage de Napoléon Bonaparte, c'est pas uniquement l'Arc de Triomphe, la rue de Rivoli et le Code civil. C'est la diffusion dans le monde entier d'une idée qui nous paraît absolument évidente aujourd'hui, mais qui n'était pas du tout à l'époque, qui est justement l'égalité de tous face au droit, face à la loi. C'est-à-dire que vous n'avez plus de privilèges de naissance, c'est fini. C'est la fin des privilèges de naissance, c'est la fin des privilèges de classe aussi. Donc on passe d'une société de classe à une société de classe, en quelque sorte, avec le consulat, avec la Révolution, et avec Napoléon, on passe à une société d'égalité. Et l'égalité de tous, c'est le premier à faire ça. Hein. Et donc quand vous entendez un Alexis Corbière qui vous dit que Napoléon a trahi les idéaux de la Révolution, je ne sais pas dans quelle école il est allé avec Corbière, mais c'était pas la bonne, parce que c'est évidemment complètement faux. C'est strictement l'inverse. C'est Napoléon qui non seulement sauve la Révolution, mais grave les principes de la Révolution dans le fameux Code civil, mais pas que le Code civil, il y a eu d'autres textes, et qui va répandre dans le monde entier ce principe d'égalité de tous face au droit, c'est-à-dire une émancipation des peuples à l'échelle mondiale. Ça, il faut savoir que dans 70 pays, le Code Napoléon, il n'y a pas qu'en France. C'est 70 pays dans le monde dont la base de droit civil, c'est le Code Napoléon. Le droit civil, c'est ce qui va déterminer toute votre vie de tous les jours. C'est ce qui détermine tout un mode d'échange, de contractualisation et de rapport aux autres. Ça structure une société, ça structure un état d'esprit. Et ça, Napoléon va l'exporter dans 70 pays dans le monde. C'est colossal. Donc oui, à mon avis, c'est Napoléon Bonaparte. Il a évidemment un bilan négatif aussi, hein, j'en fais pas un messie, mais il y a certains aspects qui sont négatifs, mais les points positifs sont quand même l'emportent largement. Connaissez-vous l'atelier Missor et que pensez-vous du fait qu'ils disent que Napoléon voulait faire de Paris la capitale de l'univers? Alors d'abord, je connais bien l'atelier Missor, je les aime beaucoup. Et je trouve qu'ils font un boulot absolument génial dans un état d'esprit formidable. Et ils sont très courageux parce que c'est dans des conditions qui sont vraiment pas faciles. Et c'est un exemple de tout Missor, c'est un exemple de l'atelier Missor, c'est un exemple d'engagement personnel, de courage, de passion, de désintéressement, parce que vraiment, s'il y a bien, c'est pas l'argent leur moteur. Hein. Et ils sont toujours au bord de la faillite, ils arrivent toujours à s'en sortir. Enfin, c'est assez extraordinaire. Et oui, que Napoléon voulait faire de Paris la capitale de l'univers, oui, bien sûr, il voulait en faire le phare. Un phare mondial, oui. Mais d'ailleurs, il y est arrivé. Enfin, Napoléon III y est arrivé. Napoléon III a fait de Paris la capitale de l'univers de façon certaine. Les deux, vous savez, là aujourd'hui, on est en train de s'inquiéter beaucoup parce qu'on va recevoir les Jeux Olympiques. Napoléon III, il a reçu 15 fois l'équivalent de triple des Jeux Olympiques. C'est en 1855 et 1867, si ma mémoire est bonne, c'était les expositions universelles qui ont reçu la première 5 millions de visiteurs, la deuxième 15 millions de visiteurs. C'était colossal. Et la France était un phare mondial. Donc oui, non, mais il en a fait la capitale de l'univers, en fait, Napoléon III, en quelque sorte. Mais c'est pas Napoléon Ier, c'est Napoléon III. Je sais pas si la question est pertinente, vous me direz. Est-ce qu'actuellement la République est le bon régime pour la France? À mon avis, oui. Oui. Je vous dis très sincèrement, oui. Moi, je suis républicain de conviction, je sais pas, mais je dirais tout simplement parce que c'est par raison. La France s'est construite pendant 1500 ans en essayant de trouver un équilibre un peu assez compliqué à trouver entre un égalitarisme sérieux. Les Français ont une passion pour l'égalité, c'est très catholique. L'égalité de tous, mais l'égalité des droits. Et avec également, donc qui était en fait finalement totalement orthogonal avec le principe de droit divin et le principe de privilège de naissance donné aux élites. C'est-à-dire l'idée de méritocratie est quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment avec autre chose que la République. Parce que la méritocratie, si vous mettez en place des dynasties, les Français n'aiment pas les dynasties. Alors, il y a une forme de fascination face à une dynastie, les dynasties d'artistes, les dynasties politiques, les dynasties
aristocratique, il y a une forme de fascination, mais je peux pas parler d'attachement. Donc je pense qu'il y a pas ça. Sauf qu'au contraire, il y a une volonté. En fait, les Français veulent tous être privilégiés, mais ils veulent que les autres ne le soient pas. Donc c'est très humain. Hein. Donc là, trouver un équilibre là-dedans, c'est assez difficile. Et celui qui a trouvé, je trouve, le meilleur équilibre à tout ça, c'est vraiment c'est la Cinquième République de Gaulle. Puisque vous avez un homme d'État qui est fort, qui a un vrai pouvoir, très concentré, pour 7 ans, et qui est validé par la souveraineté populaire, c'est-à-dire par le vote au suffrage universel, et qui, comme il est là pour 7 ans, il faut qu'il fasse appel de temps en temps au référendum pour revalider sa légitimité. C'est normal, 7 ans, c'est long. Et pour voir s'il est toujours dans l'axe avec l'intérêt général des Français. Et ça, moi, ça me paraît être la bonne synthèse entre un besoin monarchique chez les Français de voir le pouvoir incarné, c'est en cela qu'il est monarchique, mais pas nécessairement dynastique. Mais je ne crois pas que les Français aimeraient que le fils de Sarkozy soit le prochain président. Ça leur paraît pas logique. Qui est une forme de, je dirais, d'intérêt et de curiosité par rapport aux dynasties dites royales, comme par exemple les Bourbons, les Orléans, les Bonaparte, les Murat, les machins, oui, parce qu'il y a un côté un peu inconnu, un peu curieux. Un peu, c'est dans quelle espèce de monde ils vivent, à quoi ressemble leur quotidien, etc., etc. Mais une partie de la population va toujours avoir un peu ce réflexe de se dire il y a des races exclusives de rois, mais en fait, non, il n'y en a pas. Donc, et ça, ça marche pas, parce que en France, ça marche pas. Donc, c'est plus moins républicain dans ce sens-là. Et je pense que la légitimité du pouvoir, c'est le principe de Machiavelli, hein, c'est pouvoir et puissance. Donc, la puissance vient du peuple et le pouvoir, et c'est la puissance populaire qui donne au pouvoir sa légitimité. C'est exactement ce qui s'est passé à la Révolution. Hein. Au moment où on coupe la tête du roi Louis XVI, on met fin à un pouvoir dit d'ordre divin. C'est-à-dire le doigt de Dieu a désigné cette famille-là pour régner sur la France. Bon, ça marche plus avec les idéaux des Lumières qui se sont développés, avec les idéaux égalitaires qui se sont développés. Ça marche plus du tout. Et donc, il faut remplacer le fait qu'il faut quand même quelqu'un au pouvoir, qui donc va avoir des privilèges comme personne au pouvoir, parce qu'il va avoir du pouvoir sur vous. Donc, il faut quand même légitimer ce pouvoir-là. Il faut qu'il ait une légitimité à exercer ce pouvoir. Donc, la légitimité, c'est plus Dieu qui lui donne, c'est le vote. C'est le suffrage populaire. Et ça fonctionne. Hein. Donc, évidemment, ça peut être détourné, mais pardon, le truc d'avant était détourné aussi. Vous avez eu des rois qui étaient quand même pas tous forcément parfaits, et en fonction de la qualité de leur entourage, c'était plus ou moins une réussite. Donc voilà, donc je pense que le régime républicain me semble beaucoup plus convenir à l'esprit français, dans la mesure où c'est un régime républicain qui n'est, un, pas parlementaire, et deux, qui est un régime présidentiel fort et exécutif fort, et avec un président qui n'a pas 5 ans mais 7. Il faut qu'il ait le temps. Il faut donner le temps au président. Le président doit pouvoir être le président de tous les Français. En cela, il se détache de ses politiques de parti. À partir du moment où un gars est porté au pouvoir parce qu'il est de parti X, Y, Z, et que sa prochaine élection est dans 7 ans, il a plus tellement vous voyez, sa loyauté est à tous les Français. Elle n'est plus qu'à son parti, elle est à tous les Français. Que c'est tous les Français qui vont l'élire. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez un homme qui va devoir être au service de l'ensemble de la population parce qu'il a 7 ans devant lui. Et ça, c'est vraiment, ça change tout. Et il va être vraiment au-dessus des partis, normalement. Et c'est une très belle chose. Et il va pouvoir s'occuper de problèmes de fond. Il a une profondeur de vision qui n'est pas la même que le Premier ministre. Il a une profondeur de vision qui n'est pas la même que les députés. Il a la possibilité de voir plus loin. Et évidemment, il ne travaille pas seul. Hein. C'est très entouré, le président de la République. Et c'est ça qui fait des choses aussi belles que, par exemple, quand le Conseil national de la résistance nous ramène tous les sécurités sociales, etc., en 1945, c'est implémenté parce qu'on a un exécutif fort qui fonctionne. Et grâce au général de Gaulle, arrivé en 58. Donc ça se met à fonctionner vraiment à ce moment-là. Et les grands plans, je vous dis, dont on parlait, le plan communication, le plan com, le plan masse, le TGV, le Concorde, EDF, etc., tout ça a fonctionné parce qu'il y avait un exécutif 1 qui était fort et qui 2 avait le temps, avait une vision devant lui. Donc ça me paraît très important, cette forme de monarchie présidentielle en quelque sorte, c'est que 1, l'exécutif ait le pouvoir, qu'il ait une capacité réelle de pouvoir, et que 2, il ait le temps. Mais en République. Et validé par le référendum, régulièrement. Ça, c'est bonapartiste. Mais il y a bien un problème dans la baisse du taux de participation aux élections. En fait, vous savez, le problème, il est pour nous.
parce que ça favorise énormément le système tel qu'il existe. Moins vous allez voter, plus ils sont contents. Ça, c'est une certitude. Donc, quand on prend la base de légitimité aujourd'hui du pouvoir en place, ça représente 20% du corps électoral. Pourquoi? Parce que l'abstention. Donc, l'abstention, on est collectivement fautif là-dessus. Hein. Donc, c'est pas un gros effort d'aller voter. On est collectivement fautif. Et puis, alors, il y a aussi une espèce d'effet d'entraînement du bon, de toute façon, c'est tous les mêmes, ils sont tous pourris. À quoi ça sert que je vote A ou B, ça change rien du tout. Ils font toujours les mêmes politiques de connards, enfin bon, etc., etc. Bon, très bien, mais si vous arrêtez de voter, croyez-moi, ça c'est sûr et certain, ils continueront à faire la même politique de connards. Parce que si vous vous intéressez pas à la politique, elle s'intéresse à vous. Hein. Donc, et en plus, elle s'y intéresse avec votre pognon. Donc, c'est pas idiot de participer un peu à la vie civile, à la vie de la cité, de militer ou que ce soit, d'aller au moins voter, de s'intéresser un peu à ce qui se passe, parce que ça a un impact colossal dans votre vie de tous les jours, à court, moyen ou long terme. Et moi, c'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans ces élections à nouveau, c'est parce que je trouve qu'il y a un désengagement complet. Il y a justement cette abstention, on est le symptôme le plus embêtant. Et votez pour qui vous voulez, mais votez. Et il y a une forme, je dirais, il y a une forme de lâcheté dans l'idée d'abandonner la vie publique française à qui? À ça? À ces gens-là? Leur abandonner ça parce que on a peur de quoi? D'un contrôle fiscal? On a peur d'être stigmatisé dans les réunions familiales? On a peur d'être stigmatisé dans son groupe d'amis parce qu'on a un avis et qu'on l'exprime? Et donc on dit, oh, ça sont tous pourris. Ça, c'est de la lâcheté. La France n'est pas un peuple de lâche. Donc, il faut avoir le courage de participer à la vie publique. Et c'est très très important parce que c'est ça le principe de la démocratie. Sinon, il faut vraiment mettre en place, et là comme ça tout le monde sera très heureux, une vraie dictature. Hein, et voilà. Et donc la question ne se posera plus. Mais on est en démocratie et cette démocratie ne fonctionne que si on participe. Et là c'est la raison pour laquelle elle ne fonctionne plus. C'est parce qu'elle n'est pas aux mains de démocrates. C'est une démocratie, hein, toutes les institutions sont démocratiques, il n'y a pas de doute, mais elle n'est pas aux mains de démocrates. Et ça fait 20 ans qu'on n'a pas fait de référendum, donc on ne peut pas parler de aux mains de démocrates. L'Assemblée nationale, je ne suis pas certain qu'elle soit toujours dans le sens de l'intérêt des gens qui ont voté pour sa représentation. Donc je pense que c'est une démocratie qui n'est plus aux mains de démocrates. Pourquoi? Parce que ces citoyens ne jouent plus les jeux de la démocratie. Votez et exigez le vote. Il peut y avoir faites des pétitions. Il y a des tas d'outils maintenant pour faire des pétitions en ligne, etc., connaissent un gros écho, qui vont avoir un écho si jamais il y a un certain nombre de relais et de signatures, qui vont être repris par les médias, et donc vont être forcés d'être pris en compte et être pris au sérieux par le pouvoir ou par la représentation politique, parce qu'ils disent, ah merde, quand même, ça commence à bouger. Attention, Maurice, on était un peu trop loin dans ce sens-là, ils l'ont vu. Et mais tout le monde voit tout. Mais simplement, personne ne le dit. Donc dites-le, faites des pétitions, allez voter, essayez de monter des référendums d'initiative. La Constitution vous permet de le faire. Évidemment, c'est quasiment inatteignable. Mais le simple fait de le tenter, c'est déjà très bien. Voilà, participer à la vie publique, parce que vraiment, moins on y participe, plus, je vous assure, ce pays est en train tout le monde le constate, est en train de se dégrader à une vitesse folle, mais folle. Aujourd'hui, je crois qu'on est officiellement la 7e puissance économique mondiale. Je crois qu'on est prévu pour être la 25e en 2030. 2030, c'est dans 6 ans. Donc c'est une catastrophe. Donc pas la 25e, je crois qu'on sort du top 10 dans 6 ans, et après on fait que s'enfoncer. Donc là, et ça pourquoi? Parce que vous ne vous mêlez pas de politique, honnêtement, vraiment. C'est pour ça que moi j'y vais, j'essaie de montrer l'exemple, j'essaie de me dire, voilà, ça paraît un peu arrogant de ma part de montrer l'exemple, mais je vous assure, j'ai tout à perdre à me lancer dans cette aventure, et si je le fais, c'est pour dire, allez-y, quoi. Allez-y, faites-le, mêlez-vous de la vie publique, voilà, arrêtez de vous laisser avoir par la fabrique du consentement qui fonctionne à l'intimidation et à la peur d'être traité de je sais pas quoi, de ce que vous voudrez, de facho, d'affreux, de sale gaucho, de trucs. Si vous avez des idées de gauche, exprimez vos idées de gauche. Si vous avez des idées de droite, exprimez vos idées de droite. Exprimez-vous. Voilà. Donc, exprimez-les vraiment. Hein. Donc, et participez à la vie publique. Donc, commencez par les voter.
Au Et sujet de n'hésitez la... pas à donner à nous le peuple. Faites des cagnottes, faites des cagnottes, faites des cagnottes, faites appel à pour monter, je sais pas, vous dites voilà, moi dans ma mairie au niveau local, très franchement l'équipe au pouvoir, c'est des gros nuls. Ça fait 3 ans qu'on attend de faire la restauration de, je sais pas moi, du local X, Y ou Z pour accueillir les jeunes, ou pour accueillir les vieux, ou pour le club de Bruges. La mairie ne fait rien pour ça, ben on va faire une cagnotte, et le maire, le maire la prochaine fois, on dégage. Ben, je vous assure que là, d'un seul coup, la mairie va, au niveau local, ça marche très bien. Donc ça marche très bien ce genre d'initiative. Mais il faut le faire, il faut vraiment le faire. Au sujet de la participation à la vie publique, doit-on remettre le service militaire obligatoire et que pensez-vous de la JIDC? Alors moi, je pense que l'arrêt du service militaire était une décision extrêmement lourde de conséquences. Quand vous en parlez aux militaires de carrière, l'immense majorité voit plutôt ça de façon positive en se disant que l'armée a pu se recentrer sur ses fondamentaux et plus faire de l'encadrement et de la formation qui n'était pas exactement ça. C'était pas sa vocation première, c'est que l'armée n'était pas un service social, et donc ils n'étaient pas là pour. Donc voilà, pour les militaires, c'est dans l'ensemble plutôt une bonne nouvelle d'avoir professionnalisé l'armée. Maintenant, pour la nation, moi, je pense que c'était une très grave erreur de mettre fin au service militaire. C'est facile de le dire prospectivement quand on voit le résultat, mais à l'époque, c'est vrai que c'est comme une décision qui a été prise, une décision très lourde. Le résultat est mauvais en fait sur le fond parce que le service militaire était une très belle façon de créer du lien et d'abord dans la construction d'un jeune garçon, puisque c'était essentiellement les garçons à l'époque, mais ça aurait été étendu aux filles, ça aurait été pareil, mais dans la construction d'un jeune garçon, le passage par le service militaire, il y avait un côté initiatique quand même, il y avait un côté passage initiatique de l'âge de post-adolescent à l'âge d'adulte ou préadulte. C'était important le fait de vous lever à l'aube tous les matins, d'aller courir quelques kilomètres, de vous raser tous les jours, de faire votre lit au carré, etc. C'est super pénible, mais c'est très formateur de faire ça pendant un an. Et après vous avez des services qui sont passionnants, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins, mais quoi qu'il en soit, ça marchait bien. C'était un bon creuset à un patriote. Alors pas un patriote fou qui voulait envahir la Pologne, hein, une fois de plus, on n'est pas des Allemands, on est des Français. Et mais c'est un bon creuset à patriote et à patriotisme, c'est-à-dire ça développait un sentiment d'intérêt général, qui là a complètement disparu. Maintenant c'est tout pour ma gueule, le reste on m'en fout complètement, mon voisin peut crever. Enfin, c'est vraiment triste. Et le service militaire avait un rôle là-dedans qui était très important. Alors le rétablir, compliqué, hein, parce que là, ça coûterait vraiment des fortunes. Là, ce serait vraiment absolument hors de prix, parce qu'il faudrait reprendre des emprises militaires un peu partout. Il y en a beaucoup qui ont été vendues. Ça coûterait extraordinairement cher. Le président Macron a des initiatives dans ce sens-là, hein, où il essaie de généraliser le service national universel. Je pense que cette idée de service national universel est une bonne idée. Mais ce qu'il faut, c'est favoriser, parce qu'il y avait de bien avec le service militaire, c'est qu'on était en caserne. Donc le logement et la bouffe étaient pris en compte. Donc vous étiez nourri, logé. Donc on pouvait prendre quelqu'un qui habitait Montélimar et l'envoyer à Vierzon. Et il y passait un an. Donc vous pouviez faire une vraie mixité. Là, aujourd'hui, le service national universel, là, je pense que ça va être très localisé. Je pense que c'est pour des questions de capacité d'accueil et de logement. On ne pourra pas mélanger les populations et on ne pourra pas faire découvrir quelqu'un qui habite la région parisienne, on ne lui fera pas découvrir les Vosges, et quelqu'un qui habite l'Occitanie découvrira pas grâce au service national, enfin beaucoup moins grâce au service du Jura. C'est dommage. Ça permettait, ou la Bretagne, ça permettait justement mais là maintenant, je pense qu'en termes d'infrastructure, de capacité d'accueil, c'est tellement énorme qu'une fois que la machine a été démontée, pour la remonter, c'est difficile. Je serais, moi, en revanche, si dans un monde parfait, je serais tout à fait favorable à restaurer le service militaire national, pour les hommes comme pour les femmes. Et je suis tout à fait favorable à ça. En revanche, il y a l'intention et il y a la faisabilité. Je pense que c'est très difficilement faisable. Avez-vous des personnages historiques qui vous inspirent dans vos idées ou votre vie en général? Ouais. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que j'aime Winston Churchill. Alors, c'est tarte à la crème, mais les citations de Winston Churchill sont absolument formidables. J'aime beaucoup aussi les citations de Chesterton. Et alors, à chaque fois, je me gourre, c'est Franklin, non, c'est Theodore Roosevelt. C'est pas Franklin Roosevelt, c'est Theodore Roosevelt. Il faut écouter les discours de Theodore Roosevelt, c'est extraordinaire. Vous avez aussi les discours de Robert Kennedy. Incroyable. Les discours de... Vous savez, Robert Kennedy, il y a eu, quand il y a eu quand Marx, l'importance de la parole. L'importance de la parole publique et l'importance de Martin Luther King se fait assassiner.
dans une Amérique où les tensions raciales sont chauffées à blanc. Vraiment les tensions raciales sont chauffées à blanc et où le ségrégationnisme et l'apartheid américain est encore très très vivace et où il y a un suprémacisme blanc indéniable aux États-Unis. La communauté noire voit Martin Luther King se faire tuer. Dans tous les États-Unis, c'est des émeutes absolument épouvantables. Il y a un endroit où il n'y a pas eu d'émeutes, c'est je crois que c'est en Pennsylvanie, c'est pas Indianapolis, où était tout simplement Robert Kennedy Jr. qui était en campagne. Et Robert Kennedy Jr. apprend ça, prend la parole immédiatement en public et fait un tout petit discours. Ce petit discours a fait que dans toute la ville, je crois, je ne sais plus laquelle, je pense que c'est pas Philadelphie, il n'y a pas eu une émeute. Et voilà, le pouvoir d'une parole raisonnable, d'une parole intelligente, d'une parole voilà qui fédère plutôt qu'elle nous divise, ça a un impact. Et vraiment, je le sens, c'est une illustration intéressante. Le discours de Robert Kennedy. Alors maintenant, vous allez me dire, il cite que les anglo-saxons et les américains, qu'est-ce que c'est que le prince Murat, etc., etc. Alors maintenant, je vous assure, il y a un truc à dire, c'est les plus beaux discours de l'Assemblée nationale. Ça, c'est absolument incroyable. Vous avez des choses complètement dingues qui sont publiées en poche. Vous avez aussi de très belles plaidoiries d'avocats des années 60, 70, 80 qui sont incroyables, et notamment d'avocats, vous avez aussi des, et pour tous ceux qui ont fait des études de droit, il y a un best-of des argumentaires juridiques, parce que ça se plaide pas le droit administratif, ça s'écrit. Mais il y a des argumentaires de juristes de droit administratif qui sont mais splendides dans une langue absolument superbe et qui vous avez envie de vous lever et les bras le long du corps et de chanter le Marseillaise. Enfin, c'est extraordinaire. Et donc vous avez comme ça plein d'intelligence politique un peu partout, que ce soit chez les juristes, que ce soit chez les autres politiques, que ce soit chez les militaires. Et Élie Saint-Marc Élie Denoy Saint-Marc est un exemple pour moi de courage, d'intelligence, de patriotisme et d'engagement. Les héros de Dien Bien Phu. On a célébré hier le 70e anniversaire de la défaite de Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, on pense aux paras, on pense à la Légion, on pense aux marsouins qui ont sauté et qui ont résisté pendant 56 jours à Dien Bien Phu, mais on oublie qu'il n'y a pas eu que ça. Il y a eu près de 2000 civils, des suppléants, des supplétifs, des secrétaires, qui se sont dit on va pas laisser nos copains crever, et qui ont demandé à être parachutés sur Dien Bien Phu. Les mecs qui n'étaient pas parachutistes. Moi qui étais parachutiste, j'ai eu la chance d'être parachutiste il y a une vingtaine d'années, donc la technologie du parachute militaire était tout à fait développée. Sauter sur Dien Bien Phu, c'était pas les mêmes types d'appareils, c'est pas les mêmes parachutes, c'est pas du tout aussi sécure qu'aujourd'hui. Vous avez plus de 1500 personnes dont la moitié n'étaient pas parachutes, n'avaient jamais fait de parachute, qui ont demandé à être largués pour ne pas laisser leurs camarades seuls. Et dedans, vous aviez des civils qui travaillaient avec les militaires. Donc c'est incroyable. Vous aviez ce qu'on appelle les BMC, les bordels militaires de campagne. C'est des choses qui étaient tout à fait organisées à l'époque. Les 12 femmes qui travaillaient dans le BMC de Dien Bien Phu ont exigé de rester. Elles devaient être évacuées, elles ont dit non, on reste. Et il y a la fameuse infirmière, et elles ont été infirmières. Et la fameuse infirmière dont on parle tout le temps, mais on oublie tout le temps les 12 filles du BMC de Dien Bien Phu. Et tous ces gens-là sont restés. Tout ça. C'est vraiment émouvant. Donc, en plus, Dien Bien Phu, pour le coup, je trouve que c'est vraiment l'illustration de la stupidité communiste. Parce que Dien Bien Phu a lieu en 1954. Comme vous le savez, en 1945, la France sait déjà qu'elle va quitter l'Indochine. Et en 1948, elle arrive à un accord avec Bao Dai, la monarchie vietnamienne. Et Bao Dai, à l'époque, est avec Ho Chi Minh, la créature des communistes chinois, qui est vietnamien, mais qui est la créature des communistes chinois, formée d'ailleurs en partie à la Sorbonne. Et Ho Chi Minh, en fait, se rend compte que Bao Dai, que les nationalistes vietnamiens, c'est-à-dire un pays géré par des fonctionnaires, enfin normal, et pas par des soviets, pas par des communistes avec le couteau entre les dents, risquait d'arriver, et donc il va lancer une guerre contre Bao Dai. Mais en 48, on avait trouvé la solution pour une Indochine indépendante, et ok, salut, nous on s'en va, on garde de bons rapports, on continue à échanger ensemble, ça se passe bien. Il y a eu des petites guerres avant d'arriver à cet accord, et c'est Ho Chi Minh qui va foutre le bordel, et c'est Ho Chi Minh qui va déclencher cette guerre qui va durer des dizaines d'années, qui va durer 8 ans,
de 46 à 54. Et parce que de 46 à 48, on se bat contre Ho Chi Minh et contre Bao Dai. En 48, on trouve un accord avec Bao Dai, et Ho Chi Minh, tous les bâtons dans les roues. Et donc, Dien Bien Phu n'avait pas besoin d'avoir lieu, on avait trouvé une solution. Et Dien Bien Phu, on a perdu Dien Bien Phu, mais on n'avait pas perdu la guerre. Hein. C'est pas parce qu'on a perdu la bataille de Dien Bien Phu qu'on aurait perdu la guerre contre les communistes à nouveau. Hein. C'était les Viet Minh de Ho Chi Minh. On avait trouvé un accord avec les Vietnamiens, et c'est les communistes qui nous ont pris la tête. Et mais bon, les accords de Genève étaient en cours, et bon, la défaite de Dien Bien Phu fait que bon, allez, on a arraché. Et donc on a fait halte au feu, mais on n'avait pas du tout perdu la guerre. Hein. Donc et d'ailleurs le lieutenant Allaire, qui est à Dien Bien Phu à ce moment-là, on fait sauter les parachutistes de Bijar, etc., pour donner un dernier coup de fouet à tout ça. Quand on lui dit bah non, c'est fini, reddition, il dit comment ça c'est fini, reddition? Ah non, moi je me rends pas tant que j'ai pas un ordre écrit du général Bijar. Et le gars ne s'est pas rendu, donc il n'a pas eu un ordre écrit. Comme il est fait qu'il a tapé le truc de façon assez dangereuse pour amener l'ordre écrit de Bijar. Les types ne voulaient pas se rendre. Donc il faut comprendre, c'est ça, c'est cet esprit français, qui n'est pas strictement militaire, parce qu'à nouveau, il y avait des Français civils qui sont allés aux côtés de leurs concitoyens soldats pour défendre ces gens-là. Pour défendre leurs frères, pour défendre leurs camarades, pour défendre leurs amis, pour défendre leurs collègues. C'est ça l'esprit français, c'est cet esprit chevaleresque et frondeur qu'on retrouve à Cameroun, évidemment, qu'on a eu à Austerlitz. Simon Poupra, aujourd'hui on fête l'armistice de 45. Il est beau cet esprit français, il est magnifique, et moi je trouve ça très émouvant, et donc ces gens-là m'inspirent beaucoup de choses. Les Français de la Révolution et du consulat et de l'Empire m'inspirent énormément. C'est une France pleine d'énergie et pleine de désir, d'envie, et qui ne fait pas que rêver tout ça, qui le fait. C'est comme l'époque, le Premier Empire, enfin c'est cette époque incroyable où on peut faire de sa vie un destin, et de ce destin une épopée, et qui que vous soyez. Donc ça, voilà, ça fait impossible n'est pas français. C'est pas qu'un mot, c'est vrai. On l'a démontré. Donc voilà. Ça m'inspire. Quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. Napoléon Bonaparte, ça m'inspire. Voilà, quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. C'est pas tellement plus compliqué que ça. Hommage à tous ces soldats qui sont morts pour la France. Ah oui. Et attention, pas que les soldats. Hein. À nouveau, Dien Bien Phu, c'est l'illustration de tout ça. C'est la nation en armes. Voilà, c'est beau. C'est très très beau. Aimeriez-vous que la famille impériale soit inhumée en France? Oui, moi je suis pour le retour des cendres de Napoléon III en France, absolument. Et que faites-vous concrètement pour faire vivre la mémoire de votre famille? Alors par exemple ça, on discute. Je fais beaucoup de conférences. Je participe à beaucoup de conférences historiques devant différentes audiences, que ce soit, je crois que j'ai une conférence bientôt dans un centre universitaire. J'en ai fait une au centre universitaire de Méditerranée il y a pas si longtemps que ça. Je fais des conférences soit devant des associations, soit devant des. J'ai été dans les écoles aussi voir devant des petites classes pour discuter Napoléon, pour discuter Empire. Je suis présent dans beaucoup de célébrations napoléoniennes. J'écris des articles, j'écris des voilà, mais par ailleurs, j'ai un travail et je dépends d'un salaire. Hein, j'ai pas de fortune personnelle, donc il faut que je bosse et il faut que je sois payé. Donc voilà, je fais ça. Notamment pour ce qui est de ma famille, c'est à Murat. J'ai organisé, et ce sera un événement maintenant qui va être annuel, un concert avec la garde républicaine et le chœur de l'armée française dans la cathédrale Saint-Louis-des-Invalides, un concert gratuit, ouvert au public, qui était au profit des blessés, des veuves et des orphelins de guerre, de l'association Comité en cas de défense, qui est une association exclusivement gérée par l'ancien militaire. Et sous le haut patronage du gouvernement militaire de Paris. Et donc on lève des fonds pour les veuves et orphelins de guerre, parce que les veuves et orphelins de guerre ne sont pas forcément très bien pris en compte par l'administration, notamment les veuves. Et parce que les pupilles de la nation, donc les orphelins de guerre, ont quelques facilités, mais qui sont pas énormes. Mais les veuves, on les utilise, voilà, sont pas très bien aidées. Et donc dans ce militaire, on dit qu'il faut qu'on vienne quand même plus en aide. Donc on fait alors vous avez les Bleus de France, donc ils sont formidables, mais là le CED, le Comité en cas de défense, ils sont extraordinairement efficaces. Et donc on a levé des dizaines de milliers d'euros pour eux. Donc ça et on a fait ça le 25 mars, parce que le 25 mars, c'est la date anniversaire de Joachim Murat et de Caroline Bonaparte. Ils sont tous les deux nés le même jour. À plusieurs années différentes évidemment, mais ils sont tous les deux nés le 25 mars. Donc tous les 25 mars, maintenant, on va organiser
un événement, espérons-le toujours aux Invalides, mais en faveur des orphelins et des veuves de guerre. Je l'ai regardé sur votre compte Instagram, c'était assez grandiose. Ah oui, non, on a fait les choses bien. Non, il y avait cinq ministres, quasiment tout l'état-major. Non, c'est un beau truc. Et on honore l'armée française quand même. On honore les morts, les survivants des morts, les familles des morts. Donc faut le faire correctement. Oui, on a fait un truc, mais on l'a fait grâce à un soutien exceptionnel du gouverneur militaire de Paris, de l'institution des Invalides et de la garde républicaine. Hein. C'est grâce à eux, ça. Hein. Ça a été, magistral. Exceptionnel. On a une armée qui est génialissime. Hein. Donc, c'est des hommes et des femmes, ils sont bluffants. Bluffants. Eh bien, merci beaucoup d'être venu. Bah, c'était moi qui vous remercie. Vive l'empereur. Et surtout, participer à la vie politique, participer à la vie publique, quel niveau que ce soit, arrêtez de. Enfin voilà, n'ayez pas peur, allez-y. Voilà, moi j'y vais, je verrai si je vais me prendre un contrôle fiscal ou si je vais me faire virer de mon boulot, parce que c'est possible aussi. Kuzmanovic, ça fait quand s'est lancé en politique, il a été viré d'Ubisoft. On va voir, je vais peut-être perdre mon job. Et ce sera pas drôle du tout. Mais quoi qu'il en soit, allez-y, ça vaut la peine, c'est la France. Oui. Donc, elle a des défis, je sais c'est le terme, des défis colossaux à relever. On les connaît, on connaît à peu près les solutions. Il y a une non-volonté de les appliquer parce que c'est des solutions qui font mal, c'est des solutions qui attirent des mots durs, mais il faut les assumer, il faut les mettre en place. Donc, faut pas hésiter. Faut être bonapartiste. Ferme, autoritaire et juste. J'aurais pas mieux dit. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.